Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Il est 10h30 et on commence cette deuxième journée de table ronde autour d'un sujet qui visiblement attire, autour de la formation du futur et futur de la formation. Juste quelques questions comme ça qui seront lancées à nos invités. Comment déployer la formation sur l'industrie 4.0 pour l'accès sur des méthodes opérationnelles de mise en œuvre? J'ai envie de vous dire qu'il y a pas mal de questions qui nous tarabustent aujourd'hui. Mais tout d'abord, on va présenter nos invités. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et tous. Je suis Federico Berrera, doyen du groupe des sciences et techniques industrielles au sein de l'inspection générale, nouvelle inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Donc voilà, au service des ministères concernés pour apporter un conseil sur les politiques publiques. Bonjour à tous, Romain Reboulot. Je travaille chez Framatome au programme de gestion des connaissances. Donc le programme de gestion des connaissances, c'est un programme qui vise à transformer notre entreprise, un programme de transformation. L'objectif, c'est de fabriquer une organisation qui apprend plutôt que des personnes qui apprennent. Et dans le cadre de ce programme, je suis particulièrement en charge de la partie numérique et de l'implémentation dans une partie de nos business units. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean Rocoulier. Je suis en charge de la pédagogie et du digital chez Safran et en particulier au sein de l'université de tout ce qui concerne les innovations dont on va parler tout à l'heure. Bonjour, je suis Bernard Klenov, je suis conseiller régional en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge du développement économique, de l'industrie, de l'export, de l'attractivité et de la cybersécurité. Et en parallèle de quoi je préside notre agence d'attractivité et de développement économique régional Rising Sud. Et puis en distanciel, bonjour Stéphanie Lagal-Baranès. Présentez-vous. Accueillir en visio, j'aurais été ravie d'être avec vous, mais ça n'était pas possible. Donc, je suis Stéphanie Lagal-Baranès, je dirige OPCO2I, qui est l'opérateur de compétences de l'interindustrie au service des 32 branches industrielles, qui a été créé sur la base de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et notre mission, c'est d'anticiper les compétences nécessaires au développement de l'industrie. Alors, merci beaucoup. Donc, on va vraiment attaquer dans le vif du sujet. J'ai envie la pré-séance voulant que nous laissions à l'éducation nationale un petit peu de nous en dire un petit peu plus. J'ai envie avec vous, Federico, de cerner le sujet vu de votre fenêtre. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans les problématiques de formation? Alors, j'ai entendu éducation nationale, vaste sujet, je vous rejoins, je crois que c'est vraiment un vaste sujet, ça nous concerne tous. On y est tous passés, ça s'est plus ou moins bien passé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une étape importante dans le lancement d'une vie professionnelle également, et pas que dans son lancement, dans sa formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, on est finalement dans la situation que tout le monde vit au quotidien dans nos sociétés. On fait face aux transitions et aux ruptures, aux disruptions que l'on constate tous les jours, et ça touche, comme l'ensemble de la société, ça touche aussi les systèmes de formation, y compris la formation initiale. Donc, pour aller plus précisément sur votre question, ce qui nous occupe aujourd'hui principalement, et je vais rester sur le périmètre de la formation initiale professionnelle, c'est d'accompagner ces transitions. Transition numérique, transition écologique, les enjeux énergétiques, ce sont autant d'enjeux qui finalement transforment tous les métiers, transforment également les compétences qui sont attendues et les échanges que l'on a régulièrement avec le monde de l'entreprise, le monde économique, et ça fait partie des points, il me semble, essentiels, alimentent cette réflexion et confirment ce que l'on constate, c'est cette nécessité d'accompagner ce changement au niveau des compétences attendues. Et au-delà de ce qui est attendu, c'est le processus pour construire ces compétences qui est impacté. Aujourd'hui, on a un dispositif qui a été renforcé de révision régulière des diplômes professionnels qui permet de conserver une adéquation entre le contenu de la formation et les besoins du secteur économique. Mais au-delà de ce processus qui est régulier, qui est défini par la loi tous les 5 ans
au maximum. Il y a une révision de l'ensemble des diplômes. Il faut penser à plusieurs dizaines de diplômes qui sont préparés par l'Éducation nationale. Au-delà de cela, c'est nos processus de formation et d'adaptation, de façon à ce que les diplômes professionnels qui sont déployés sur le terrain soient le plus possible adaptables, de manière plus agile que ce qu'on pouvait peut-être connaître par le passé, à l'image de ce qu'est aujourd'hui l'évolution des technologies, l'évolution des métiers et ce contexte pour partie incertain, pour partie lié aux crises que l'on traverse et qui nécessite que l'industrie s'adapte. Donc l'éducation essaie d'être en phase avec ce mouvement. Et quand je dis essaye d'être, elle l'est, mais elle l'est pas seule. Elle est avec les partenaires que sont les entreprises, les collectivités avec lesquelles nous essayons de travailler. Oui, parce que récemment, l'Académie des technologies a fait un grand cri du cœur en disant mais la techno, là, on n'y est plus. Oui. Il y a un vrai sujet culturel. Je crois que aujourd'hui, on a un problème de lisibilité sur ce qu'est le rôle de la technologie, de l'industrie dans la vie de tous les jours. On est constamment, et quand je dis on est l'ensemble de la population, des plus jeunes à toutes les couches de la population, à toutes les couches sociales, on est confronté à la technologie tous les jours. Pour venir ici, ça se passe d'ailleurs plus ou moins bien, on utilise des transports en commun. Pour communiquer, on utilise des objets technologiques. Elle est présente tout le temps. Mais la population, les jeunes en particulier, sont-ils conscients de le résultat qui est entre les mains et le résultat d'une activité industrielle, d'une technologie qu'il a fallu mettre dans une petite boîte qui leur sert à communiquer. Ce problème de lisibilité, c'est un problème de fond. Alors pour vous, Stéphanie, justement, vous êtes directrice d'une très très grosse institution, 70 000 entreprises. Quelle est votre vision justement de cette formation? Alors, notre vision du futur de la formation pour l'industrie, c'est celle qui sera en capacité de donner les bonnes clés d'anticipation. C'est celle qui sera en capacité de donner les bonnes clés de l'attractivité des compétences requises pour cette industrie. Et enfin, c'est celle qui sera en capacité de donner le bon accompagnement des entreprises. Dans l'industrie, il y a des grands groupes, mais il y a aussi tout un tissu de petites entreprises et des TPE qui ont vraiment besoin de solutions d'accompagnement de proximité pour le déploiement de leurs compétences de demain. Et ça passe aussi par des questions de financement. Les OPCO sont nés sur les anciens OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés. Et donc, la compétence, c'est aussi une question de financement. Donc, sur l'anticipation, plusieurs choses à dire. Ça passe bien sûr par le fait de poser des bons diagnostics à un niveau général et à des niveaux d'entreprise. À un niveau général, on vient de parler par exemple des impacts des transitions climatiques ou digitales. Eh bien, notre ambition à OPCO2I, avec l'Observatoire compétences qui a été lancé l'année passée, c'est de donner aux branches professionnelles et aux entreprises les éléments clés, les informations utiles en termes de diagnostic et d'impact sur les compétences de ces transitions écologiques. La transition écologique, par exemple, elle passe par le digital. On sait qu'elle ne va pas fondamentalement créer de nouveaux métiers, mais elle va créer de multiples besoins métiers sur les achats, sur la logistique, en matière de HQSE. Voilà, dans tous ces domaines spécifiques, elle va créer de nouvelles compétences. Il y a quelques métiers qui vont apparaître, quelques métiers qui vont disparaître dans les domaines de l'énergie, par exemple, mais on est surtout sur de nouvelles compétences. Donc le premier sujet, c'est celui de l'anticipation. Le second, c'est celui de l'attractivité, on en a parlé aussi. Il faut donner pour la formation du futur l'envie d'accéder à ces compétences industrielles. Et alors, le pari important de l'industrie, c'est celui de l'alternance. Ça passe par l'insertion des jeunes. Donc finalement, l'anticipation de la formation pour demain, c'est aussi être en capacité d'accueillir aujourd'hui les compétences dont les entreprises auront besoin demain pour cette transition du futur. Et enfin, je parlais d'accompagnement. Ça, c'est notre rôle de proximité à OPCO2I, par des conseillers de proximité dans les territoires pour accompagner les entreprises sur le développement de la formation du futur. Et ça passe par du financement. Et là, je pourrais y revenir si vous souhaitez plus de détails. C'est peut-être pas totalement l'objet de la table ronde, mais si je peux passer quelques messages, je le ferai volontiers.
Merci beaucoup. Alors là, je m'adresse à l'élu de terrain. Vous le vivez comment justement ce futur de la formation dans votre région? Quels sont les dispositifs que vous avez mis en place? Le sujet de base de la formation, en tout cas dans les domaines qui nous intéressent ce matin, c'est d'attirer les jeunes vers cette formation. Alors on fait depuis 4 ans avec BPI France quelque chose qui s'est appelé le French Fab Tour et qui maintenant s'appelle le Big Tour. Il s'agit de faire rêver les jeunes en leur présentant nos technologies futures. Et ce n'est pas dans une activité comme la vôtre ou la vôtre qu'on ne trouvera pas les réponses à ce rêve. Les jeunes ont besoin de rêver pour pouvoir s'orienter ensuite vers ces formations. Chaque fois qu'on parle à un chef d'entreprise industrielle aujourd'hui, ça commence toujours par « j'ai des postes à pourvoir, je n'ai pas les collaborateurs, je ne les trouve pas, ils n'ont pas les formations ». Alors en région, on a fait, puisque Madame parlait des transitions, on a accompagné la transition vers l'industrie 4.0 avec, entre autres, l'Alliance pour l'industrie du futur avec France Industrie. C'est ce qu'on a décliné puisqu'il était question de le décliner pour 10 000 entreprises avec l'État. Et puis on a nos campus d'excellence, entre autres un campus sur les métiers de l'industrie 4.0 qui sont menés avec les acteurs du terrain, bien sûr les acteurs de lycées et de formation professionnelle à la base, mais aussi avec nos écoles d'ingénieurs, avec nos grandes entreprises. Et on en a besoin puisqu'elles sont souvent le déclencheur et le leader de ces besoins de formation. Et c'est elles qui nous les décrivent le mieux. Puis c'est elles, je vous le répète, qui font rêver les jeunes pour qu'on les attire là-dedans. Donc un campus de l'industrie 4.0, l'industrie du futur, c'est vraiment de préparer nos jeunes. Alors parfois c'est un petit peu compliqué comme concept, à des métiers qui n'existent pas encore pour des entreprises que l'on va créer. Donc, de temps en temps, ça peut paraître un peu saugrenu comme démarche, mais on en est là aujourd'hui. Et le tout, en leur faisant vivre au travers, entre autres, de stages, toutes les transitions qu'on est obligé de conduire en entreprise, digitale, écologique, sociétale, ce qui fait que quand on fait tout ça dans une entreprise, on fait une petite révolution et on a besoin que nos jeunes soient de mieux en mieux préparés, à tout niveau d'ailleurs de qualification. On ne parle pas simplement des futurs cadres. Alors, sur cette table ronde, justement, on a 2 professionnels aussi qui ont vous aussi vos propres problématiques dans vos groupes. Donc, d'une part, Framatome et Safran. Comment ça se passe, s'il vous plaît, Romain? Alors, chez Framatome, nous, on est, pour ceux qui ne connaissent pas, on est chaudieriste nucléaire, on est filiale du groupe EDF, donc on fabrique les réacteurs nucléaires. On fabrique des gros composants, on fait de la métallurgie essentiellement. On est dans une industrie où on recrute beaucoup, parce que, vous le savez, bon, il y a le programme nucléaire qui a à nouveau le vent en poupe après des années et des années de difficultés. Nous, on prend en fait le produit de la formation qui vient de l'extérieur, qui vient du système national ou international d'ailleurs. Et ce produit de la formation, nous, on le prend brut et on le retravaille en interne parce que la formation, en fait, ça ne s'arrête pas à la formation académique. La formation académique, c'est un socle nécessaire et il faut qu'il soit le plus aligné possible, vous l'avez dit, avec les besoins industriels. Donc ça, c'est un travail qui est très difficile parce que les besoins industriels futurs ne sont pas forcément encore bien connus. Mais après, il faut continuer à former en interne. Alors nous, on s'appuie sur deux axes principaux de formation. On va avoir la formation qu'on va dire classique, qui est la formation sur les savoir-faire, sur les compétences. Donc savoir réaliser une opération, savoir faire une soudure, savoir analyser les résultats d'une simulation numérique de calcul. Donc de la formation opérationnelle, on va dire. Et puis dans un deuxième axe, on va travailler sur la gestion des connaissances, et c'est l'essence du programme de gestion des connaissances de Framatome. C'est continuer à apprendre, continuer à créer du savoir et continuer à former nos personnes, nos employés face aux défis qu'elles vont rencontrer demain et dont on n'a pas encore les compétences, justement. Donc, entraîner les personnes qui sont dans une situation opérationnelle, vraiment, ça s'adresse aux personnes opérationnelles essentiellement, à faire face à des défis inconnus. Et ça, c'est pas simplement la formation classique qui permet d'y répondre, parce que la formation classique permet de répondre aux enjeux opérationnels qui sont connus.
Donc la gestion des connaissances, c'est une sorte de continuité de la formation académique classique, mais qui se passe forcément en entreprise, parce que vous l'imaginez bien, dans un contexte industriel, et vous allez probablement avoir le même enjeu, il y a des enjeux de concurrence, de propriété intellectuelle, et des enjeux aussi de culture d'entreprise qui rentrent en ligne de compte. Alors pour ça, nous, on s'appuie sur des méthodes, des processus internes, et aussi sur des outils. Donc moi, mon travail, c'est plutôt la partie sur les outils numériques. Et on essaye de reproduire un petit peu l'expérience qu'on va avoir dans le monde de tous les jours, on va dire. Hein. Quand j'ai un problème avec ma machine à laver, si j'essaie de résoudre le problème de ma machine à laver, je vais d'abord aller sur mon moteur de recherche préféré, faire des recherches et puis tomber sur de la documentation. Je vais tomber sur des articles de vulgarisation, je vais tomber sur des tutoriels vidéo. Et sur des forums d'entraide. Donc nous, en fait, on a reproduit cette logique-là en s'appuyant sur un moteur de recherche, un wiki d'entreprise, un équivalent Wikipédia, un équivalent YouTube d'entreprise, pour avoir des contenus vidéo, et puis plus récemment sur une application d'entraide, de questions-réponses, parce qu'on croit beaucoup à la capacité de décentralisation des connaissances, c'est-à-dire de pair à pair, plutôt que centralisé par des processus. Donc on essaie de s'appuyer aussi avec ça. Nos partenaires, ils sont dans la salle ici, c'est Ask Framatome, ils sont exposants aujourd'hui. Le numéro du stand, je crois que me souvenir, c'est 5H23 bis, si vous voulez aller les voir. Mais voilà, on est sur une palette d'outils numériques qui servent des processus qui eux-mêmes complètent la formation académique préalable, qui reste absolument nécessaire parce que voilà. Même si jour 1, un employé Framatome qui débarque ne sait rien faire concrètement, il a quand même besoin de tout son bagage pour apprendre son futur métier. Alors, on parle justement de futur des formations. Alors, chez Safran, vous avez quasiment un plan sur, je dirais, à la fois du long terme et métier. Oui, pour faire la jonction avec ce qui a été dit, donc pour déjà démarrer par les enjeux qu'on a, nous, évidemment, comme beaucoup d'industries, c'est en effet un enjeu déjà générationnel et d'attractivité. Ça, c'est extrêmement important vis-à-vis de cette attractivité de la rétention qui peut se développer derrière. Il y a un deuxième enjeu, bien sûr, qui est lié à l'époque courante, c'est-à-dire tout ce qu'on fait sur la décarbonation et en particulier la digitalisation des métiers. Ce sont des axes essentiels pour nous. Et puis également, plus généralement, des enjeux d'organisation du travail, de relations au travail, hybrides, etc. Alors, face à ces enjeux-là, je dirais qu'on a un plan, en effet, long terme qui se construit sur trois piliers auxquels on accroche tous les projets en cours de formation. Et on verra 2-3 exemples après concrets en interne. Le premier, c'est la compétence. Et vous le savez, souvent, la formation peut être parfois critiquée pour une absence de jonction solide avec la compétence. C'est-à-dire, on parle beaucoup en objectif pédagogique, mais la liaison au socle, à ce qu'on appelle les référentiels de compétences, peut parfois être critiquée. Donc sur ce pilier-là, on a fait un très très gros travail de description des compétences de nos emplois repères et on est en train de faire une jonction avec l'offre de formation stratégique, par exemple sur la décarbonation, sur la transfo digitale, pour avoir une vraie jonction sur les fiches emploi repères. Le deuxième pilier du plan, c'est tenter de replacer l'apprenant au cœur du dispositif, c'est-à-dire d'aller vers des approches plus personnalisées, plus juste à temps, parce qu'on le voit aussi, et c'est ce que le collègue disait à l'instant, il y a une problématique aussi que tout ne peut pas être anticipé, et on a besoin aussi d'avoir des gens, quelque part, qui travaillent ce qu'on appelle le cerveau libre. Hein. Cerveau libre, c'est l'expression de Michel Serres, c'est-à-dire des cerveaux capables de s'adapter en permanence, et pas forcément pleins en matière de connaissances de façon anticipée. Et cette flexibilité a donné lieu chez nous à des cours, par exemple, sur l'esprit critique ou sur ce qu'on appelle les compétences du 4C, vous les connaissez sans doute, créativité, communication, coopération et esprit critique, qui sont des compétences qui vont rester à la main de l'homme et dont on a vraiment besoin pour nos employés demain. Et le troisième pilier, c'est le pilier de l'entreprise apprenante. Et la conviction qu'on a, nous, c'est celle de l'entreprise enseigne à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup sur les hommes et les femmes de l'entreprise qui sont potentiellement des contributeurs de savoir. Le changement de paradigme, c'est de dire qu'il n'y a pas d'un côté le sachant omniscient et de l'autre des gens qui viennent apprendre dans nos salles de formation ou au poste de travail. Nous, on aime beaucoup le principe de bidirectionnalité, surtout dans un groupe où la moyenne d'âge doit être de 45 ou 46 ans.
on ne peut pas servir 3 heures de plat magistral à nos ingénieurs. Donc on travaille beaucoup, ce qu'on appelle la bidirectionnalité des savoirs. Et vous le savez, c'est l'une des dimensions de l'entreprise apprenante. Hein, si vous prenez Peter Senge, c'est la dimension collective. Donc on croit beaucoup à ça. Et enfin, il y a 2 principes qui, je dirais, vont venir nourrir les 3 piliers transverses. Il y a l'internationalisation. Ça, c'est un très gros enjeu pour Safran au niveau de la formation. C'est-à-dire délivrer de façon équitable partout dans le monde une formation synchrone, asynchrone, présentielle, distancielle, sur l'ensemble de nos sites. Et enfin, bien sûr, la digitalisation des activités de formation, parce que la formation, souvent, elle est au soutien, en support des métiers, mais il ne faut pas qu'elle s'oublie elle-même dans la façon dont elle est en train de muter. Voilà le plan. Et sur les illustrations concrètes de formation, il y a une perspective aussi qui me semble importante, c'est l'arrivée en force de la formation au poste de travail. Et l'organisation que nous avons mise en place, c'est au centre une université d'entreprise qui, je dirais, se positionne auprès des sociétés du groupe, soit une douzaine de sociétés, par exemple Safran Aircraft Engine, etc., comme centre de logique et d'expertise pour aller jusqu'au poste et soutenir les sociétés dans le développement de la formation au poste de travail. Et dans les illustrations récentes, par exemple le tutorat qui prend une place considérable dans nos usines. On croit une fois de plus beaucoup aux apprentissages sociaux et vous avez là une première forme d'AFEST, d'action de formation en situation de travail, qui est un axe pour nous essentiel. Et vous savez que l'AFEST, en fait, c'est le compagnonnage médiéval. Et on croit beaucoup à ça, c'est l'enrichissement des perspectives tuteur-tutoré ou encore accompagnant, je dirais, protégé. Et ça, on y croit énormément dans les duos qu'on peut former dans nos usines, au poste de travail, dans le développement des apprentissages. L'intérêt aussi de ce genre d'approche, c'est la transmission des savoirs et ça nous permet de mieux faire face aux problèmes qu'on a de perte de compétences avec le départ des anciens et en particulier de nos meilleurs experts sur nos moteurs ou autres équipements industriels. Voilà, une première illustration. Alors, votre réaction, Stéphanie Lagalbaran, justement, là on a parlé de très grands groupes, mais vous gérez toute taille d'entreprise. Vous en pensez quoi de ce qui a été proposé? Ça s'applique complètement à la petite entreprise. C'est vrai que l'industrie, 80% des entreprises sont des entreprises de moins de 50 salariés. Donc l'enjeu compétence pour l'industrie au global, il passe en partie par ce qui se passe dans la petite entreprise. Je reviens juste sur la notion d'anticipation. Effectivement, on ne peut pas tout anticiper. Mais l'industrie, globalement, elle est face à des ruptures d'activité assez régulières et de plus en plus brutales. On l'a vu avec la crise Covid ou avec aujourd'hui le conflit ukrainien. Et dans ces trends de rupture rapprochée, il faut qu'elle gère sa compétence dans une temporalité qui soit logique, avec la vie qui continue, que ce soit la vie technologique ou la transition écologique dont on a déjà un petit peu parlé. Et souvent, cette anticipation, dans les temps de crise, dans les temps de rupture, on a tendance à la mettre de côté. Et l'enjeu compétence, il rejaillit en pleine figure quand finalement les sujets de production classique ressurgissent. On le voit par exemple avec le sujet des batteries. Il y a un enjeu d'équipement de la nation en batterie pour le véhicule électrique. On s'est rendu compte, il y a 1 an à peu près, sur des process industriels qui vont nous embarquer quelques années, 3 ans, 6 ans, et bien qu'on n'a pas la compétence. Donc on rétropédale finalement avant de lancer les projets de Gigafactory pour se dire comment on fait pour s'équiper de compétences. Donc on a un vrai enjeu d'anticipation. Sur la formation pour les plus petites entreprises, je reviens sur ce qui vient d'être dit par M. Houillet sur la formation en situation de travail, la FEST. La formation du futur, c'est évidemment du digital et des technologies pédagogiques très développées, mais ce sont aussi des solutions toutes simples au poste de travail, en situation de travail. La fameuse AFES dont on a parlé, finalement, on ne fait que réinventer, alors dans une expression jolie qui est celle du compagnonnage médiéval. Moi, j'avais parlé de formation sur le tas, c'est quand même moins joli. La FEST, ça veut dire effectivement qu'on a des compétences en interne, celles des collaborateurs, qu'il faut les exploiter, les valoriser auprès des nouvelles personnes qui intègrent l'entreprise et en particulier les jeunes. Donc ça passe par le tutorat, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Pour la petite entreprise, ça passe aussi par le fameux accompagnement dont je parlais tout à l'heure. Et sur la FEST, on a mis en place un système d'OFA, d'organismes de formation architecte, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas comme Safran ou d'autres grands groupes équipés en interne
pour structurer cette formation sur le poste du travail avec un tuteur. Donc il faut aider à modéliser le parcours, à le structurer, à le professionnaliser, à professionnaliser cette formation sur le tas pour garantir cette acquisition de compétences de façon toute simple, parce que, encore une fois, l'énergie et la compétence, elle est là, elle est à la main des entreprises. Alors, cette feuille de route, je dirais, collective, part aussi peut-être de l'éducation nationale. Comment vous récupérez, je dirais, les attentes des entreprises pour redévelopper quelque chose? C'est quoi la coordination? Parce que c'est pas simple. Je crois que c'est effectivement un des enjeux principaux, et j'ai envie de dire à écouter les collègues sur cette table ronde, ça confirme finalement, il me semble, ce qu'est notre objectif, c'est de faire jouer cette complémentarité. L'entreprise dispose des outils qu'elle utilise aujourd'hui, elle est au cœur de la réflexion sur les outils qu'elle va utiliser demain après-demain, même s'il y a une part d'incertitude, c'est ce qui a été très clairement exposé. Mais elle travaille à partir d'un public qu'elle peut recruter et que l'on aura pu préparer, mais pas préparer sur des postes spécifiques, vu la diversité et vu l'évolution des technologies. En revanche, développer des aptitudes, apprendre à apprendre, finalement être en capacité de former des jeunes qui, lorsqu'ils intégreront le marché du travail ou lorsqu'ils seront sur la dernière ligne droite avant l'intégration, l'insertion professionnelle, et développer des aptitudes, des savoir-être qui leur permettent de s'adapter à finalement ce que Framatome, Safran et les autres entreprises demanderont à ces jeunes pour spécifiquement se dédier au poste pour lequel ils seront recrutés. Et la troisième brique de complémentarité, oui, je remonte le temps, c'est la question culturelle que j'évoquais tout à l'heure, la question qui consiste à développer cette conscience des enjeux de la technologie, de l'industrie dans la société, pour effectivement travailler très tôt ce qui va être l'attractivité de ces formations-là, ce qui va être l'appétence des jeunes pour ces carrières, ces métiers, ces enjeux qui les touchent au quotidien. Parce qu'on aura beau avoir les meilleures conditions de formation professionnelle possibles, qu'elles soient dans l'enceinte des lycées professionnels, des centres de formation d'apprentis, des entreprises, si on n'a pas la RH, si on n'a pas les jeunes, on va avoir du mal à travailler. Et d'ailleurs, ce problème de RH que effectivement nous entendons régulièrement et de manière de plus en plus aiguë de la part de nos partenaires au niveau des entreprises, on le vit également nous-mêmes dans l'institution éducation nationale. Vous voyez, j'arrive ce matin d'un concours de recrutement d'enseignants qui a démarré en région parisienne. Nous avons un déficit d'attractivité là aussi et de candidature pour recruter les formateurs de demain qui vont former les jeunes qui rejoindront les entreprises. Donc là, il y a vraiment un enjeu qui dépasse, je crois, le cadre de telle ou telle institution ou telle organisation, mais qui touche vraiment l'ensemble de la société. Bon, alors on va se faire encore un petit peu plus mal. Est-ce que le Covid a beaucoup changé dans les pratiques? J'ai envie d'être formé en distanciel, pas en distanciel. On parlait de pas mal de choses. Petit tour de table. S'il y a une chose, il y a malheureusement beaucoup de drames qui sont liés à cette crise, et heureusement on en sort de cette crise Covid. Mais je crois comme beaucoup d'entre nous, nous étions devant le poste de télévision lorsque le président de la République avait fait une des premières allocutions et avait très rapidement identifié la corrélation qui pouvait exister entre une capacité à réagir à une crise et une puissance industrielle. Enfin, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu un message aussi fort et aussi clair, et ça s'est traduit derrière par un ensemble de mesures qui ont été prises, plan de relance, aujourd'hui les différents financements qui permettent d'accompagner cette réindustrialisation. Voilà, ça je pense que c'est quand même une prise de conscience qui a été amenée par cette crise-là sur l'importance et les enjeux que nous avons évoqués là, et qui peuvent, en tout cas je l'espère, nous aider à avancer sur le chemin qu'on a évoqué là. Donc oui, on ne va pas repartir d'ici déprimés. Stéphanie. Sur l'attractivité, il y a un tirage à prendre quand même pour les secteurs industriels dans leur mode de communication. Il y a des métiers en tension, des difficultés de recrutement qui sont malheureusement pas nouvelles pour l'industrie, mais qui sont exacerbées par les contextes et puis par l'évolution de la société en général, la notion de retour sur soi, aussi l'individualisation. À la réforme dont j'évoquais le nom tout à l'heure, liberté de choisir son avenir professionnel,
on est bien face à une problématique individuelle, là où l'entreprise, elle gère du collectif. Donc, il faut qu'elle arrive à trouver l'équilibre entre ses caractéristiques et ses appétences individuelles, et puis, elle, ses enjeux collectifs. Les branches industrielles au sein d'OPCO2I se sont posées ces questions et ont décidé de lancer une action majeure et innovante, là aussi, en termes d'attractivité et de promotion des métiers industriels. L'objectif, c'est de sortir des sentiers battus et de changer le système de représentation de la jeunesse vis-à-vis de l'industrie. Il faut leur raconter une histoire autour de l'industrie, vraisemblablement notamment autour des scénarios environnementaux. Les jeunes ne sont pas du tout sur des il faut les faire rêver, ça a été dit tout à l'heure. Le produire plus, par exemple, ne les fait pas rêver. Ils ont, pour certains, une importante conscience écologique, et donc il faut les amener aussi sur le terrain de ce qui passera par l'industrie pour réussir la transition écologique, et beaucoup de choses passeront par l'industrie. Je reviens aussi sur ce qui a été dit, ce sont les jeunes qui parlent le mieux aux jeunes des métiers. Je vous invite d'ailleurs à suivre plusieurs opérations qui ont cours en ce moment, Apprentissaine qui met à l'honneur l'industrie, la finale est demain, ou les World Skills. Ce sont ces jeunes qui ont attrapé le virus de l'industrie avec leur motivation, qui seront en capacité de les porter auprès des autres. Donc j'insiste sur cet enjeu d'attractivité et sur cet enjeu de réinventer les solutions d'attractivité auprès des jeunes. On ne raconte pas les mêmes histoires en 2022 que celles qu'on a pu raconter il y a quelques années auprès des jeunes. Voilà. Vous, M. Klehoff, qui êtes vraiment sur le terrain, ils sont comment ces jeunes? Alors, moi j'ai eu une activité industrielle toute ma vie, et je rebondis sur le fait que j'ai passé 40 ans de ma vie à chercher des soudeurs. Je crois qu'effectivement, on doit les faire rêver. Il faut qu'on ait une action forte et collégiale sur le changement de l'image de l'industrie. Aujourd'hui, on n'est plus dans les misérables, on n'est pas chez Zola. On a des entreprises industrielles extraordinaires. Mais ça fait 40 ans qu'on en parle. Dans ce pays, oui, mais aujourd'hui, les jeunes commencent à les découvrir. Quand on parle de Safran, quand on parle de Framatome, moi, dans ma région, on a Airbus Hélicoptère, on a Naval Group, ce sont des éléments qui font rêver les jeunes. Et c'est par là, quand on parle d'attractivité, qu'on les fera revenir et qu'on leur fera choisir ces métiers, parce que nous aussi, les moins jeunes, pour ne pas dire les plus anciens, il faut qu'on arrête de dénigrer notre propre industrie. Notre rôle, c'est de leur faire aimer l'industrie. Puis, comme j'aime bien sourire, je voudrais rajouter un élément qui est extrêmement important qu'on n'utilise pas assez. Le seul bien qui augmente lorsqu'on le partage, c'est le savoir. Et on a besoin de le transmettre, on a besoin de le partager. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont extrêmement réactifs et réceptifs à ça, parce qu'on a des moyens de leur parler qui sont les leurs. Hein. On ne va pas leur faire des discours, mais par contre, on va leur parler d'industrie sur TikTok. Il faut qu'on apprenne à le faire. On va apprendre à le faire, qu'on leur parle sur Twitter. Et tout ça, ça doit nous permettre de remplir ces postes en publiant quand même quelques chiffres. C'est que contrairement à une idée reçue, dans l'industrie, on peut avoir une carrière qui progresse avec un projet de carrière tout au long de sa vie professionnelle. On suit des formations d'amélioration tout au long de sa vie. On a des emplois dans lesquels on est considéré, on n'est pas maltraité, loin s'en faut, dans l'industrie. Alors vous avez aussi évoqué le Covid avec son action sur ses recrutements. Mais comme on parle ce matin essentiellement d'industrie manufacturière, alors oui, on a pu faire quelques petites formations sur du digital, mais je crois que la vraie formation dans l'industrie manufacturière, elle se fait dans nos entreprises, au poste de travail et sur les machines. Là, je vois Jean-Roch opiner du chef. Ben, je voulais dire juste un mot sur l'impact de la crise et la façon dont on l'a vécu. Je pense que la crise, en tout cas en ce qui concerne l'innovation, puisqu'on parle de la formation de demain, a été, on peut le dire, un vrai booster. On a pu mener des changements, en tout cas chez Safran, qu'on aurait eu beaucoup de mal à mener en temps normal,
en particulier sur ce qu'on appelle le passage à l'ère distancielle. Et on va voir après comment on le relativise avec la formation au poste. Mais pour nous, ça a été très important de rétablir ce qu'à l'Éducation nationale on appelle la continuité pédagogique. Une université d'entreprise vis-à-vis du business, elle était très attendue dans sa capacité à revenir sur le devant de la scène pour soutenir les hommes et les femmes du groupe dans leur développement. Donc Safran University a rouvert les formations dès le mois de mai 2020. Et aujourd'hui, nous avons 400 formateurs et formatrices qui savent délivrer une classe virtuelle. Néanmoins, la classe virtuelle, c'est un ingrédient de la recette générale et en aucun cas un ingrédient exclusif. On le voit d'ailleurs, les apprenants nous le remontent, ils sont particulièrement lassés du dispositif, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, de commerce ou chez nous. Et donc évidemment, il faut doser l'ingrédient. Je pense que la vraie formation, c'est la formation plurielle, celle fondée sur la diversité des approches et donc en réponse aux appétences qui sont très différentes d'un individu à l'autre. Donc l'important est pour moi, au-delà de vraiment donner envie d'aimer l'industrie, je pense que les jeunes et nos collègues au sens large de chez nous attendent de ce qu'on appelle de la génération de sens. Ce qui compte, c'est le sens généré. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, attirer les gens en formation, ce n'est pas une mince affaire. Encore moins les garder sur des parcours, ce qu'on appelle multimodal. On a beaucoup de mal à garder les gens jusqu'au bout. Les gens resteront quand ils trouvent ce qu'on appelle le sens. Alors le sens, ça se génère de différentes façons. Par exemple, en faisant ce qu'on appelle une safranisation du parcours. C'est-à-dire qu'on le spécialise au contexte entreprise. Et donc, on le discrimine par rapport à un parcours qu'on trouverait dans YouTube. Ça compte énormément. Le sens, c'est aussi l'intentionnalité du parcours. On parlait tout à l'heure d'une formation un peu improvisée au poste. En aucun cas. Le tutorat obéit à une forme de structure et va garantir à chaque acteur, le tuteur, le tutoré, le manager, qu'il y a quelque chose de réfléchi à l'arrière. Il y a une finalité qui est généralement liée à l'analyse du travail, qui est un préalable incontournable. Donc, on attend beaucoup, je pense, de la formation de demain, au-delà de la méthodologie, de devenir vraiment génératrice de sens. C'est comme ça qu'on gardera les jeunes. Le sens de la vie, de ce que je fais dans une entreprise, généralement sa cohérence avec ma vie privée. Il y a aussi cette recherche et c'est très attendu là-dessus par les jeunes, mais plus généralement par l'ensemble de nos employés, de nos collègues. Et ça, je pense que pour nous, ingénierie des formations génératrices de sens, c'est contribuer à ce message-là. Romain, vous complétez ? J'ai très peu de choses à dire de vraiment différentes de tout ce que vous avez exprimé parce que effectivement, on est d'accord, la crise Covid a changé beaucoup de choses, elle a changé le rapport qu'on a au travail, la quête de sens est une des manières extrêmement efficaces d'apporter du sens, c'est de comprendre, donc comprendre par la formation. Elle a changé aussi la crise, l'organisation de l'entreprise en fait, l'organisation avec du 100% présentiel pratiquement partout, qui s'est transformé avec une dose de télétravail qui varie selon les entreprises. Chez nous, ça peut monter à plus de 50% dans certains services. Donc forcément, ça change l'approche de la formation parce que le compagnonnage, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est extrêmement puissant comme mode de formation. On apprend tout par le compagnonnage, on apprend le savoir explicite, celui qu'on est capable d'expliciter, mais aussi le savoir tacite, en fait, la pratique, le coup de main, comme on dit. Toutes ces choses-là, en fait, dès qu'on est à distance, c'est beaucoup plus difficile. Donc on peut garder l'explicite, d'accord, on peut travailler dessus, faire descendre la connaissance explicite, il y a des méthodes pour ça, on va interroger les experts, on va leur demander ce qu'ils savent, ils savent pas ce qu'ils savent, mais on va leur apprendre à savoir ce qu'ils savent, et on va faire descendre la connaissance explicite. Mais toute la connaissance tacite, pour la reproduire, c'est très difficile. Et donc il a fallu changer les approches. Donc nous, ça nous a conduit à accélérer sur le programme sur certains axes, puisque il y a en gros 3 façons d'apprendre, si on résume les choses. On apprend de la part de quelqu'un, on nous enseigne quelque chose, la formation classique, on va dire. On apprend collectivement face à un problème, en discutant, en partageant. Donc là, dès qu'on est sur du présentiel, c'est plus facile qu'à distance. Et puis on apprend aussi de nos expériences. Et quand on apprend de nos expériences à distance les uns des autres, le risque c'est d'apprendre juste soi-même et que l'entreprise n'apprenne pas. Donc on parlait d'entreprise apprenante, d'organisation apprenante. Là, il a fallu inventer des choses en fait. Il a fallu inventer des choses et on est encore en train de les inventer. Je ne pense pas qu'on a trouvé toutes les solutions encore. Donc ça a bouleversé complètement la stratégie du programme de ce point de vue-là. Mais à nouveau, je vous rejoins sur la quête de sens. Il y a plein de façons d'y répondre.
Mais pour moi, la formation, c'est le carburant le plus efficace parce qu'on comprend l'essence des choses et on comprend la profondeur de ce pourquoi on fait nos métiers. Et c'est aussi ça qui fait rêver qui fait rêver les jeunes, en fait. C'est d'apprendre, de comprendre comment fonctionne le smartphone, plein de technologies. Qui aujourd'hui sait fabriquer un smartphone? Si je vous demande à chacun d'entre vous d'essayer de fabriquer un smartphone de A à Z, personne ne le sait. Il y a tout un concentré de technologies, plein de choses à apprendre là-dedans. Et dans le domaine industriel, en fait, on a un éventail infini de domaines de connaissances qui sont à explorer. Alors, là, on a pas mal parlé, mais moi sur le salon, ce que j'ai entendu déjà hier, c'est j'aimerais bien avoir un bus d'usineur. Ouais, compétent, ouais, mais surtout un vrai savoir-être. C'est ce qui manque aussi? Je pense que le savoir-être, en effet, est un élément très très important, y compris dans les recrutements. On parlait tout à l'heure aussi de flexibilité, ce que peut faire l'éducation nationale sur des compétences transverses et la capacité d'apprendre à apprendre. La curiosité aussi est un élément, je ne l'ai pas situé dans le modèle des 4 C à l'origine, on pourrait parler d'un modèle des 5 C. La curiosité est un élément de plus en plus regardé lors des recrutements. C'est la capacité à revisiter le monde, ce que j'appelle le croit-on déjà vu. Les gens curieux trouvent là où tout le monde pense avoir regardé, peuvent trouver tout d'un coup un truc que personne n'a vu. Donc ça, c'est des choses très transverses qui contribuent au cerveau libre de Michel Serres et sur lesquelles on regarde beaucoup nous. Parce qu'on ne peut pas être sur une compétence figée, même si évidemment il y a des essentiels, savoir compter. Pour sentir un ordre de grandeur, il faut avoir fait le calcul à la main avant de le passer à la machine. Ça, c'est très important. Mais l'esprit critique, la curiosité, apprendre à apprendre, sont vraiment des compétences à forte transversalité qui relèvent aussi d'une forme de savoir-être sur lesquelles nous, on va être très, très attentifs. Et il y a une question de culture d'entreprise aussi. Il faut que alors je parle pour le cadre de l'entreprise, bien sûr. Il faut que l'entreprise favorise cette effervescence interne en faisant confiance en fait, en faisant confiance aux salariés pour être porteurs des solutions, ne pas être 100% directif. Les approches top-down, c'est terminé sur ces sujets-là. Donc faire confiance aux salariés et leur donner les capacités techniques et organisationnelles à travailler en fait de manière décentralisée. Stéphanie ? Oui, ce sont des sujets très importants et qui posent beaucoup de questions dans les entreprises aujourd'hui avec les chocs générationnels. Une des solutions aussi pour y répondre, je pense, c'est l'alternance dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, puisque l'alternance, elle permet de conjuguer beaucoup de solutions pour résoudre ces questions de savoir-être dans les entreprises. Sur les quelques 700 nouveaux 1000 alternants l'année dernière, il y en a près de 110 000 dans l'industrie. Donc c'est un vrai véhicule d'insertion et une vraie voie d'excellence d'accès aux métiers industriels. Et parce qu'on est sur ces modalités pédagogiques plurielles et parce qu'on est sur ces temps d'apprentissage en entreprise où on va s'imprégner de la culture et réciproquement, parce que c'est aussi ce qui fait évoluer la culture de l'entreprise, d'intégrer ces jeunes, on doit trouver des leviers de solutions aux problématiques de raison d'être aussi par cette modalité pédagogique. Je reviens juste une seconde sur les questions d'attractivité. C'est en entendant mes collègues de table ronde que ça m'y fait penser. Ça passe aussi par la première jeunesse, si je puis dire. On a vu les résultats de la France en matière d'éducation aux sciences, en mathématiques, etc. On n'a pas des résultats très honorables en la matière. Et donc, il va aussi sans doute falloir qu'on traite les questions et de compétences et d'attractivité tout petit. Et là, j'aimerais bien poser une question à M. Pereira, parce que j'avais entendu que l'Éducation nationale avait dans ses rangs de maîtres d'école, de professeurs des écoles, plutôt des profils littéraires, donc qui ont une proportion peut-être moindre à parler des sciences et des mathématiques, aux jeunes dès le primaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un levier d'action pour servir nos enjeux compétences industrie dans le temps? Alors, bien sûr, et d'ailleurs, ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, l'aspect culturel, il se travaille très tôt.
D'ailleurs, on a même des recherches qui montrent que des stéréotypes de genre peuvent déjà être très fortement implantés chez des jeunes enfants 3-4 mois après leur entrée à l'école primaire. Donc vous voyez, ça se joue très très tôt. Donc là, ce sont des stéréotypes de genre, mais tous les stéréotypes sont très vite, s'installent très rapidement. Donc il y a un vrai sujet sur l'école primaire, le collège, cette phase-là, où les jeunes vont progressivement découvrir le monde qui les entoure et là aussi faire croître cette conscience que j'appelle de mes voeux sur la culture scientifique, technologique et industrielle pour peut-être, pour certains d'entre eux derrière, ensuite rejoindre les carrières que l'on évoquait. Pour répondre à votre question, donc ça se joue aussi et bien évidemment au niveau de l'encadrement de ces jeunes à l'école, donc les professeurs des écoles. Le ministre de l'Éducation, Blanquer, alors je n'ai pas vérifié les informations s'il y en avait un nouveau aujourd'hui, mais avait lancé en début février un plan sciences et technologies à l'école primaire, justement pour accompagner, renforcer les enseignants de l'école primaire et les accompagner à faire davantage de sciences dans les niveaux d'école en France. De la même manière, on a un parcours de préparation au professorat des écoles qui a été développé il y a 2 ans maintenant, une deuxième vague cette année, et qui a pour but de préparer des jeunes aux carrières d'enseignants, de professeurs des écoles, et qui intègre une diversité d'éléments de formation, dont un pôle scientifique et technologique pour justement préparer les enseignants à mieux accompagner les jeunes et surtout mieux faire vivre la technologie, les sciences et la technologie très tôt pour que, encore une fois, cette culture puisse naître dès le plus jeune âge. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de cette table ronde et l'énorme chance que nous avons, c'est que nous avons beaucoup de monde qui nous ont suivis. Et j'ai envie de partager avec vous quelques questions. Alors c'est toujours difficile de poser la première question, mais vous êtes le bien ou la bienvenue. Merci de me donner l'occasion de poser une question. Je suis Olivier Bonneau, je suis directeur général d'un groupement d'intérêt public. Je coordonne toute la formation microélectronique en France au niveau enseignement supérieur. Et je suis aussi impliqué, et Federico Berrera me reconnaît bien sûr, dans le travail d'essayer d'amélioration des programmes bac professionnel et BTS, qu'on appelait système numérique. Alors, je voudrais faire quelques commentaires. J'ai extrêmement apprécié tous les points des discussions, dans la mesure où, moi en tant qu'enseignant, il a l'enseignement supérieur, mais je viens après, M. Berrera déjà qui est avant, on a exactement, au niveau le plus élevé, strictement les mêmes difficultés, les mêmes approches et les mêmes enjeux. Simplement, je voudrais quand même insister sur le point que si on pouvait déjà commencer les sciences en primaire, ça serait pas mal, parce qu'on a déjà un énorme problème, c'est la connaissance de base qu'on doit récupérer après le bac professionnel ou à l'entrée à l'université ou après un BTS. Autrement dit, aujourd'hui, on a une très grosse difficulté sur les bases qui doivent être solides et suffisamment étendues. Alors, je prends l'exemple de ce qu'on discute avec le groupe de travail avec M. Berrera sur les systèmes numériques. Il n'y avait plus d'électronique. Parce que le numérique, aujourd'hui, pour un directeur stratégie au ministère de la Recherche, ça marche tout seul sans circuit. C'est du numérique. C'est avec des chiffres et éventuellement les doigts si c'est du digital. Je fais exprès d'être un peu caricatural, provoquant, mais c'est presque ça. Hein. Donc, on a besoin d'avoir ces connaissances de base. Et ces connaissances de base sont d'autant plus importantes que par rapport à ce qui a été dit après, justement sur l'esprit un petit peu de liberté, d'ouverture, etc., c'est ces connaissances de base qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Et ça a été évoqué aussi, qui permet d'apprendre à apprendre. Si on n'a pas les bases, on n'est plus capable d'apprendre. Donc aujourd'hui, on est confronté à un problème énorme. Je vous parle parce que en tant que coordinateur, je suis aussi obligé de faire des propositions à l'ensemble de mes collègues qui travaillent dans toute la France. C'est qu'est-ce qu'on doit prendre comme bonne base. Et ces bonnes bases, finalement, c'est pas si simple que ça. On a des choses nouvelles, on a des approches nouvelles, on a des évolutions. Est-ce qu'on anticipe suffisamment ? C'est très très dur. Et
tout ce qui a été dit, bien sûr, a été évoqué. J'apprécie parce que c'est un moyen peut-être d'approcher beaucoup mieux le futur. Voilà. Je m'arrête ici parce que je suis prêt à parler pendant des heures, vous imaginez. Merci. Alors, plus une question. Baptiste Poyer, excusez-moi, Airbus Atlantique. On a beaucoup parlé de la quête de sens. Effectivement, c'est très vrai dans la formation. La crise Covid nous a amené à tous à réfléchir à une quête d'autonomie aussi dans notre travail. Comment vous la voyez dans la formation, cette quête d'autonomie et d'organisation du travail? On a parlé un peu design du travail, tous ces sujets-là. Alors, je peux répondre pour notre part. Il y a plusieurs choses. Il y a l'apprentissage par soi-même, avec des formats e-learning. Réussir à apprendre un minimum par soi-même avant de passer à des méthodes de formation plus collectives. Donc ça passe entre autres en termes d'outils, par exemple par notre wiki d'entreprise. On demande aux gens qui savent des choses de les écrire de telle sorte que les autres personnes puissent apprendre en autonomie avant de peut-être aller se confronter à des problématiques opérationnelles. Et puis ensuite, il y a le complément, parce que ça ne s'arrête pas là. On ne peut pas tout faire en autonomie. Mais à distance, on ne peut pas aller voir le collègue quand on est en télétravail, le collègue du bureau d'à côté ou discuter d'un problème à la machine à café, on n'a plus ça. Donc c'est pour ça que nous, on a travaillé pendant la crise Covid justement sur le renversement de la direction de l'apprentissage, sur poser les questions. Comment on fait pour poser les questions? Donc c'est là qu'on a commencé à travailler avec Ask for the Moon pour compléter cette approche descendante de la connaissance vers une approche montante. Et là, il y a aussi des solutions. Il y a aussi des solutions numériques. Le présentiel, c'est plus pratique, mais on s'adapte. Il y a des possibilités de s'adapter. Autre question? Oui, bonjour. Marie-Odile Fontaine. Donc, j'ai développé les compétences et les formations pour l'ingénierie du groupe Renault. Donc, j'ai vu comme vous la puissance d'une université d'entreprise d'un grand groupe. Et ma question est plus sur les plus petites entreprises. Comment peut-être faire pour mieux les accompagner? Est-ce que vous avez des initiatives du type fédérer différentes entreprises pour monter des universités multi-entreprises? Voilà, comment faire pour vraiment aider les plus petites entreprises à mettre en œuvre ce type d'université en fait? Peut-être Stéphanie? Oui, alors dans notre périmètre d'action OPCO2I, on a peut-être 2 leviers, enfin 3, j'en ai évoqué un, d'action auprès des petites entreprises, c'est la proximité. Il faut être à leur contact, il faut aller les voir, il faut aller rencontrer le chef d'entreprise, parfois sans rendez-vous, pour pouvoir échanger avec lui sur sa stratégie et l'emmener sur ses enjeux compétences. Ça, c'est le premier levier d'action pour la petite entreprise, c'est celui-là. Pour nous, en tout cas, c'est notre conseiller de proximité. Le deuxième, c'est celui du diagnostic que j'évoquais à l'échelle de l'entreprise. Quelquefois, parler directement à un patron de petite entreprise de compétences, ça ne lui parle pas. Il faut l'aider à poser son diagnostic business, son diagnostic industrie, son diagnostic produit. Où est-ce qu'il en est pour l'amener sur le sujet de la compétence. Donc ça, on a un dispositif qui s'appelle Diagnostic GPEC et qui est en réalité la mise à disposition d'un consultant auprès de cette entreprise pour réaliser ce diagnostic. Et enfin, le dernier outil qu'on a, donc c'est pas celui de l'université, mais voilà, peut-être qu'il y répond en partie, c'est celui des actions collectives, des actions clés en main. On est bien placé chez OPCO2I pour voir les grands enjeux compétences par filière industrielle ou par bassin d'emploi, parce que parfois ce sont des problématiques aussi très territoriales. Et on développe pour ces entreprises, pour ces petites entreprises, des packs complets prêts à utiliser pour résoudre leurs problématiques de compétences. Donc, elles n'ont plus à se poser la question de la définition de leurs besoins, du choix du prestataire de formation, etc. Il demeure néanmoins un problème pour elles qui est celui de sortir un collaborateur d'une chaîne de production, et ce qui, pour une petite entreprise notamment, n'est jamais bien facile. Merci. Alors, dernière... Ah,
Allez, une dernière question, parce que quand même, c'était passionnant. Je vous la vais présenter. Merci beaucoup. Je suis donc Clément Dietchi, je suis le cofondateur de Ask for the Moon ou Ask Framatome. Et ma question, c'est peut-être une question d'ouverture pour fermer. Les enfants qui rêvent, les enfants qui savent apprendre, c'est ceux qu'on veut. Qu'est-ce que vous faites, vous, industriels, pour, dans l'autre sens, donner envie à ces enfants? Est-ce que vous avez déjà des exemples ou des conseils pour nous aider à les projeter et à leur donner envie d'apprendre et de s'engager dans ces carrières? C'est un beau mot de la fin. Alors, je dirais, Dur. on ne fait pas suffisamment, je pense. Pas suffisamment, il faut qu'on fasse plus. C'est très difficile de faire rêver avec des technologies qui sont de plus en plus pointues. C'est d'ailleurs pour ça que la technologie au primaire, je pense que c'est quelque chose de très important. On a parlé de science en primaire, mais aussi de technologie. C'est très important parce que la technologie est de plus en plus complexe et quand on s'y confronte, quand on confronte un adolescent, par exemple, à de la technologie, il se rend compte à quel point c'est compliqué et il va être dans une approche de dépression face à la difficulté. Donc de rejet de la technologie, en fait. Ou en tout cas de rejet de la volonté d'apprendre la technologie. Donc il faut travailler ça culturellement et ça se travaille au plus jeune âge, dès l'école maternelle même peut-être. Federico, le mot de la fin? Je ne sais pas si il m'appartient d'avoir le mot de la fin. En tout cas, je rejoins ce qui vient d'être dit. Et peut-être, voilà, l'école n'y arrivera pas seule. Les entreprises ne peuvent pas y arriver seules non plus, je ne crois pas. C'est vraiment un enjeu, toutes les questions qu'on a évoquées aujourd'hui, c'est un enjeu sociétal. Donc c'est vraiment en associant nos énergies et nos leviers que l'on peut arriver à quelque chose. Et ça va même au-delà de, finalement, les convaincus que nous sommes ici. Je crois que l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que cette priorité devrait être presque une priorité nationale. En tout cas, que toute la population, que toutes les couches de la société s'approprient de cet enjeu pour que ça percole et qu'ensuite chacun à sa place puisse participer à faire avancer les choses dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était très intéressant et très riche. Merci.